Merci à tous d'être présents à ce webinaire. Nous sommes une trentaine de participants, plus tous ceux qui sont à plusieurs. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui, dans la suite du webinaire de Claire Chenu la semaine dernière, est présenté par Philippe Billet, qui est professeur de droit public à l'université Jean Moulin. Et donc, on lui a demandé de nous parler du thème dont il est un des spécialistes français de la question, qui est la protection juridique des sols. Donc, on va écouter Philippe pendant quelques 45 minutes, et ensuite, on va avoir une discussion dans la foulée. Et pour cette discussion, donc, je vous invite à poser des questions en utilisant le dispositif inclus dans la fenêtre qui doit être à votre droite. Vous pouvez l'envoyer vos questions au fur et à mesure, et c'est moi qui vais synthétiser ces questions au fur et à mesure de leur arrivée et les poser à Philippe suite à sa conférence. Alors Philippe, on entend pas mal de souffle de ton côté. Oui, j'ai mon micro-casque, donc ça devrait aller. Tout le monde m'entend bien? Ça va, Christian, c'est bon? Oui, c'est bon, donc je te donne la parole. Bien, merci Christian, merci à la FSS d'organiser cette conférence. Donc je vais vous donner une vision un peu particulière du sol, c'est une vision très juridique. Alors, Christian m'a présenté comme professeur de droit public, mais en fait je vais donner aussi des visions du droit privé et du droit international en général de ce qu'est le sol. N'hésitez pas, si vous avez des incompréhensions, à poser des questions précises sur certains points. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si par hasard je ne peux pas avoir la réponse tout de suite, parce que les juristes ne sont pas des banques de données vivantes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je pourrais éventuellement y poursuivre nos échanges par courriel interposé, parce que je vous le mettrai à la fin. Voilà. Donc je vous propose de présenter le sol de trois façons, si vous voulez, dans une approche progressive. Montrer tout d'abord que le droit, dans une première approche, a une vision assez neutre du sol, une vision assez en stagnation, puisque le sol est considéré comme un produit. Puis ensuite, l'évolution va se faire dans un sens progressif, parce que le sol est perçu ensuite comme un milieu. Et enfin, quelque chose d'assez transgressif, en ce sens que le sol, qu'on va dépasser les approches traditionnelles du sol, dans ce sens que le sol devient un service. Et donc je vous propose d'aborder le sol de trois façons: la stagnation comme sol produit, la progression comme sol en tant que milieu, et la transgression, c'est-à-dire le sol en tant que service. Et je pense que j'aurais fait à peu près le tour de la question. Mais avant tout, quelques mots d'introduction sur ce qu'est le sol pour un juriste. En fait, c'est pas grand-chose au départ, puisque le sol est considéré comme une interface entre le dessus et le dessous, autrement dit une simple ligne, selon qu'on le considère d'un point de vue d'un rapport de propriété, ou alors simplement comme une surface, sans autres éléments, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore considéré dans son volume, c'est-à-dire qu'il est considéré comme une matière. Cependant, le sol a quand même une très très forte importance en droit, en tout cas en droit occidental, puisqu'on n'est pas un système d'état nomade où les personnes se déplacent sans considération du sol, qui ne devient finalement que qui a prétexte au déplacement. Ici, le sol, c'est une place à part en droit parce qu'il est fondateur. Il est fondateur de l'État parce qu'il donne à l'État une existence matérielle, c'est-à-dire que le sol, c'est le territoire de l'État, où l'État peut exercer sa souveraineté et où il peut avoir une population qui puisse se fixer. Et en ce sens, c'est extrêmement intéressant parce que les trois composantes de l'État, sol, souveraineté et population, vont faire l'État comme tel. Alors ce qui interroge d'ailleurs désormais, par rapport à des pays qui se revendiqueraient, ou des peuples qui se revendiqueraient comme des États, par exemple les Sahraouis, pour lesquels ils ne connaissent pas les frontières, ce qui fait qu'il y a des conflits qui peuvent naître avec des États qui, eux, au contraire, fixent les frontières et leur interdiraient le passage. On voit un peu la même chose avec les Sahamis, par exemple, les peuples anciennement lapons, éleveurs de rennes, et qui utilisent les sols pour la circulation de leurs animaux, alors que les sols sont appropriés, et que les sols, d'un autre côté, font partie d'États, et qui peuvent s'opposer, ce qui nécessite des accords. Mais là où on a quelque chose d'un peu plus intéressant, qui redonne la pleine valeur au sol, c'est les changements climatiques qui peuvent aboutir au fait que le sol pourrait disparaître,
et on pense à certains États insulaires pour lesquels la submersion envisage possible, va faire disparaître le sol. Et alors en droit, on se pose la question de savoir, mais alors que devient l'État si l'État n'a plus de sol? Et effectivement, il y a beaucoup de théories qui tendraient à considérer qu'il faut que le sol ait disparu, l'État disparaît. Si l'État disparaît, les populations n'ont plus de nationalité, n'ayant plus de nationalité, ils n'ont plus de personne morale, c'est-à-dire l'État pour les protéger, ce qui nécessite donc de trouver, d'inventer d'autres mécanismes pour pouvoir non pas leur redonner un sol, mais leur redonner une existence juridique, sinon ils seraient totalement apatrides. Alors ça, c'est pour la question du sol support de l'État en droit international. Mais surtout, le sol, c'est un rapport, il joue dans un rapport de propriété, c'est le support de la propriété immobilière. Support de la propriété immobilière en ce sens que l'article 552 du Code civil nous dit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Sous-entendu, tant qu'on n'a pas la propriété du sol, on a la propriété de rien. La propriété de rien, c'est-à-dire que le sol, finalement, devient l'élément fondamental auquel vont s'articuler la propriété superficielle et la propriété sous-jacente. Propriété superficielle, en ce sens que s'il n'y avait pas le volume dessus, on ne pourrait pas planter d'arbres. Et si, par exemple, ou même planter la tour Eiffel ou tout autre monument surjacent, et si on n'avait pas non plus une propriété sous-jacente, on ne pourrait pas non plus, par exemple, planter des carottes, avoir des caves, etc. Et ce qui veut donc dire qu'on est forcément dans une plénitude juridique, autrement dit, un volume nécessaire, mais le sol apparaissant comme une surface de transition qui va séparer deux volumes. Et en ce sens, le sol, donc, n'a pas d'épaisseur. Le sol n'a pas d'épaisseur, mais ce qui lui donne cette épaisseur, justement, c'est ce volume de dessus, ce volume du dessous. Simplement, en droit, l'article 552 fonde ce que l'on appelle simplement c'est une simple présomption. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est propriétaire du sol qu'on est nécessairement propriétaire du dessus, ou qu'on est propriétaire du dessous, puisque vous avez ce qu'on appelle des démembrements, ce qui permet par exemple en ville d'avoir la propriété du sol routier qui appartient par exemple à une commune, et la propriété du sol souterrain, par exemple l'implantation du métro qui pourrait appartenir à Paris, à la RATP, et de ce fait la propriété du sol n'emportera pas la propriété du tube du métro en tout cas. Ou alors, par exemple, à la campagne, avoir des propriétés de sol et on a une champignonnière en dessous et la propriété de la champignonnière est différente de la propriété du sol. Autrement dit, à partir du moment où on pourra avoir un titre de propriété particulier sur l'un ou sur l'autre, par exemple un contrat ou un accord quel qu'il soit, eh bien dans ce cas, on va pouvoir faire une dissociation entre le sol, et le dessus et le dessous. Et d'ailleurs, on a des mécanismes un peu particuliers qu'on appelle des baux amphithéotiques, par exemple, ou des droits de superficie, qui vont faire qu'on pourra par exemple implanter sa maison sur le sol d'une personne sans être propriétaire du sol, mais en étant simplement propriétaire de la maison, le contrat prévoyant le sort de la maison au terme de celui-ci, le cas échéant la démolition ou le transfert de propriété. Mais cette approche est une approche, on va dire, presque purement géométrique. Ça traduit une appropriation, ça permet d'identifier, mais lorsqu'on s'interroge en droit sur l'usage du sol, on est quand même obligé de traverser une ligne de démarcation entre le dessus et le dessous pour considérer le sol d'une autre façon, c'est-à-dire le sol comme étant un sol matière. Alors, le sol matière, on le rencontre assez souvent en droit, notamment lorsqu'on prend les considérations du droit de l'urbanisme. Lorsque, par exemple, la zone A du plan local d'urbanisme prévoit qu'on doit prendre en considération la valeur agronomique des sols pour autoriser le classement en zone A, par exemple, eh bien, dans cette hypothèse, on est bien en considération d'une épaisseur particulière. De la même façon, le droit rural, lui, s'intéresse d'abord et avant tout au sol matière, c'est-à-dire au sol comme support de culture, et la valeur de l'apport, par exemple, qui va prévaloir dans un aménagement foncier, ce qu'on appelait autrefois le remembrement, va bien prendre en considération la nature de culture du terrain. Ça permet de fixer la valeur de productivité de chaque parcelle, et donc on est bien ici dans une perspective qui serait d'épaisseur et donc de matière. On a exactement les mêmes considérations, par exemple, avec le droit minier, avec le droit de l'environnement, puisque ceux-ci vont considérer le sol comme ayant une certaine épaisseur. Alors, par exemple, si on s'intéresse au sol
au sol sous cette perspective, comme un sol de produit, eh bien, on a des dispositions, par exemple, de lutte contre l'érosion. On a des dispositions de lutte contre l'érosion. Le Code rural, par exemple, prévoit des dispositions, c'est l'article R 114-2 pour ceux qui souhaiteraient le noter, et cet article R 114-2 fixe des zones d'érosion, c'est-à-dire des petits territoires où la nature des sols, notamment leurs conditions d'occupation, du fait de l'absence de couvert végétal, du fait de déclivité, etc., vont faire que les ruissellements peuvent être à l'origine de dommages, et il peut y avoir une érosion qui va emmener une perte du sol. Autrement dit, dans ce cas, on va s'intéresser au sol comme étant privé de sa disponibilité. Mais en fait, là où on trouve le plus de dispositions en ce sens, semble-t-il, c'est dans le Code forestier. Le Code forestier, lorsque au XIXe siècle, on s'est rendu compte que si on enlevait le couvert végétal des montagnes, eh bien, il y avait des érosions beaucoup plus rapides. Et donc, on a entrepris une vaste campagne de reforestation, et ce qu'on appelle la mise en défense des territoires. Et la mise en défense va faire qu'on a deux approches, si vous voulez, c'est-à-dire imposer la plantation d'arbres et avec l'interdiction de faire paître les troupeaux pendant un certain nombre d'années pour éviter qu'ils mangent les jeunes pousses arbustives pour qu'elles puissent se développer. L'idée étant qu'on a une approche très mécanique, en ce sens que le réseau radiculaire, les racines des plantes vont stabiliser le sol sur le territoire pour éviter que la roche soit à nu. Et dans le même temps, on va prôner ce qu'on a appelé le réengazonnement des montagnes pour avoir à peu près les mêmes perspectives. L'idée ici étant de pouvoir maintenir la neige pour éviter sa reptation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre de mise en défense des terrains et des pâturages en montagne, eh bien, toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne paraît pas assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration, et notamment l'idée qu'on pourrait réaliser par exemple des banquettes, autrement dit des travaux de génie civil pour substituer le sol, eh bien, on va pouvoir avoir des mécanismes un peu naturels avec les replantations, avec les réengazonnements dans ces secteurs. Et puis, sans aller plus loin dans ces domaines, on a également, pour éviter les atteintes au sol dans cette hypothèse, eh bien, on a la protection dans le cadre d'extraction. Protection dans le cadre d'extraction, puisque presque comme sa nature l'indique, on extrait, donc on enlève. Et donc les extractions qui constituent un mode particulier d'exploitation du sol et du sous-sol, alors qu'on soit, si vous voulez, dans le régime du droit minier, c'est-à-dire tout ce qui relève du code minier et qui fait l'objet d'une liste pour dire tout ce qui relève des mines, ou qu'on relève dans le cas des carrières, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas du domaine des mines relève nécessairement des carrières, autrement dit, les mines relèvent du code minier et les carrières relèvent du code de l'environnement, eh bien nécessairement les extractions qui sont à mode particulier ont des effets sur le sol. Eh bien, diverses mesures ont été adoptées afin d'assurer la protection du sol, ou en tout cas, puisqu'on ne peut pas ne pas porter atteinte, notamment lorsqu'on va décaper les terres végétales pour aboutir aux matériaux bruts dont on a besoin, par exemple les matériaux concessibles en matière de carrière, eh bien, il y a diverses mesures qui ont été adoptées afin d'éviter le maximum les atteintes et en tout cas de permettre la remise en l'état dans des conditions telles qu'il n'y ait pas trop d'atteintes aux intérêts environnementaux et humains et que le réaménagement poursuive le même objectif. Alors par exemple les carrières, dans le cadre des carrières, donc qui sont des installations classées relevant du code de l'environnement, eh bien, on a tout d'abord une exploitation qui doit se faire dans le cadre d'un schéma départemental des carrières qui prévoit des orientations prioritaires pour certains modes d'approvisionnement de matériaux, l'objectif étant, et ça concerne ici le sol, de réduire l'impact d'extraction sur l'environnement et surtout de favoriser une utilisation économe des matières premières. Et puis, ce rapport, ce schéma fait apparaître également les zones dont la protection doit être privilégiée, tenant compte notamment de la fragilité de l'environnement, et le texte prévoit qu'on peut prévoir les questions de fragilité du sol.
Alors, il y a aussi des prescriptions particulières qui peuvent être imposées dans ce cadre-là. C'est l'hypothèse où on peut avoir des coordinations d'ensemble d'exploitation de carrière, des remises en état du sol qui seraient nécessaires pour éviter la dégradation du milieu environnant, pour permettre le réaménagement des terrains après leur exploitation. L'idée étant, si vous le voulez, d'équilibrer d'un côté les atteintes que l'on va pouvoir apporter en les limitant et de l'autre satisfaire tout de même les besoins que l'on peut avoir en matière de matériaux. L'idée étant au final qu'il y ait une réhabilitation en fin d'exploitation, la difficulté étant que ce que l'on a enlevé ne peut plus s'y retrouver et que donc forcément il disparaît. Mais ce que l'on trouve en matière de mine peut se retrouver, en matière de carrière, pardonnez-moi, peut se trouver également en matière de mine, donc dans le cadre minier, puisque les travaux de recherche ou les travaux d'exploitation minière doivent respecter des contraintes, doivent respecter notamment les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Et ces caractéristiques essentielles du milieu environnant donc vont permettre de limiter les atteintes, c'est-à-dire les atteintes aux intérêts agricoles des sites, les atteintes aux intérêts environnementaux. Et dès lors, d'ailleurs, que si les travaux de recherche et les installations d'exploitation mettaient en péril ces intérêts, notamment ceux du sol, eh bien le préfet pourrait prescrire des mesures pour en assurer la protection. Il pourrait, le cas échéant, faire procéder à l'exécution des mesures prescrites, ce qu'on appelle une exécution d'office, contraignant ainsi l'exploitant. Et puis surtout, c'est qu'à la fin de chaque tranche de travaux, ou au plus tard à la fin de l'exploitation, lorsqu'il y a arrêt des travaux, eh bien l'exploitant doit constituer un dossier qui explique toutes les mesures qu'il a prises pour protéger le sol et toutes les mesures qui vont permettre de faire cesser pour le futur les atteintes qu'il pourrait y avoir, et notamment l'obligation qu'il y a d'assurer la surveillance des sites, parce que ce que l'on oublie souvent, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'exploitation minière, vous n'avez donc plus de pompage pour les nappes, et vous pouvez avoir des rabattements de nappes, des montées en hauteur, et les remontées de nappes pourraient affecter durablement les sols. C'est ce qu'on a vu par exemple du côté de Saint-Étienne, où les eaux d'exor se chargeaient de polluants et venaient ensuite affecter les sols en surface. Donc voilà, et c'est comme ceci, si vous voulez, que l'on protège le sol. Et puis, il y a un autre mode de protection dans ces cadres-là, c'est la protection contre l'imperméabilisation. Si vous vous fondez sur les travaux de la conférence environnementale qui s'est tenue en septembre dernier et qui donne lieu actuellement à des recherches pour modifier les lois de finances pour avoir d'autres mesures de protection, il y a notamment un mécanisme dédié à la lutte contre l'imperméabilisation. Et en fait, lorsque l'on examine bien les différents textes, on se rend compte que l'imperméabilisation, c'est la principale atteinte que l'on peut former contre le sol, dans la mesure où cela ne permet plus au sol d'avoir sa fonction naturelle, notamment sa fonction, pardonnez-moi d'utiliser l'expression, sa fonction d'éponge, sa fonction de collecteur naturel de l'eau, sa fonction de maîtrise des débits d'écoulement de l'eau par la percolation qu'il pourrait y avoir, etc. Et l'urbanisation grandissante, les enjeux économiques que l'on peut avoir par rapport au territoire, eh bien, ont pour conséquence un amoindrissement des sols. Et l'intérêt, c'est que le législateur a réagi et à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a une obligation, ce que l'on appelle la gestion durable. La gestion durable du sol, c'est qu'on doit avoir une gestion économe du sol. C'est-à-dire que l'on doit essayer de garantir la disponibilité de celui-ci. Alors sa disponibilité, c'est pas tellement une disponibilité en surface qu'une disponibilité en matière. Autrement dit, on va essayer de garantir aussi bien le sol comme matière, par exemple agricole, que le sol comme support. Alors dans ce cadre, comment fait-on? Eh bien, il y a tout d'abord dans le code de l'urbanisme un principe de gestion économe des sols, en ce sens que lorsque les collectivités locales mettent en œuvre leurs différents documents d'urbanisme, les définissent et autres, elles sont tenues d'avoir la mise en œuvre de ce principe de gestion économe, mais malheureusement, pour le juriste, ce n'est pas très intéressant en termes de protection, puisque là, ce ne reste qu'un principe qui ne fait pas l'objet de sanctions particulières.
Alors vous avez d'autres approches qui sont par exemple celle de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui a assez profondément marqué le droit d'urbanisme. Dans ce cadre, la loi a prévu, c'était le slogan bien connu de l'époque, qu'il faut reconstruire la ville sur la ville. Autrement dit, l'idée c'est d'éviter l'étalement urbain en tache d'huile qui va consommer complètement les sols en périphérie. Et de ce fait, ce qu'il faut faire, c'est de permettre de reconstruire le plus possible là où c'est déjà construit. Et pour ce faire, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va pouvoir par exemple supprimer l'ancien zonage du poste qui s'appelle zonage NB d'urbanisation diffuse, qui permettait justement de construire en périphérie, et ce type de zonage disparaît complètement. On a des mécanismes de renforcement de densité urbaine en centre-ville, ce qui veut dire que l'on pourra fortement, et on sera très fortement incité à construire à l'intérieur. Vous avez des mécanismes, par exemple, qui suppriment les surfaces minimales de terrain qu'il est nécessaire de disposer en ville pour pouvoir construire, puisque jusqu'à présent, les POS pouvaient définir des surfaces minimales. Par exemple, si vous vouliez construire, il fallait un minimum de 1500 mètres carrés de terrain. Si vous ne les aviez pas, eh bien, il fallait construire à l'extérieur pour pouvoir construire. Désormais, à part quelques exceptions, notamment pour des raisons d'assainissement, par exemple, si vous faites de l'assainissement autonome par lagunage où il faut une certaine surface, ou pour des raisons qui tiendraient à la protection d'intérêts paysagers, eh bien, le PLU ne peut plus fixer de surface minimale pour pouvoir construire. Ce qui fait que ça permet d'avoir une surdensification, puisque c'est bien l'objectif. Si vous voulez, ça rappelle un peu le principe de la charte d'Athènes sous l'égide de Le Corbusier, où il précisait qu'il fallait élever les immeubles en hauteur pour libérer de la place au sol, l'intérêt ici étant la surdensification. Et vous avez également d'autres outils qui sont tirés également du droit de l'urbanisme, ce qu'on appelle, et puis du droit rural, ce qu'on appelle les ZAP, les zones agricoles protégées, où il est possible de définir autour des agglomérations des zones agricoles et qui vont faire l'objet d'une protection en ce sens qu'il ne sera pas possible de les ouvrir à l'urbanisation sans requérir un certain nombre d'avis, un certain nombre d'accords. Et puis il y a enfin un dernier type d'outil qui permet d'avoir cette gestion économe, c'est l'outil fiscal. L'outil fiscal, ce sont un mécanisme par exemple très intéressant qui a été inventé par la loi de finances pour 2011, ce qu'on appelle le VSD, le versement pour sous-densité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un terrain bénéficie d'une densité particulière constructible, le propriétaire, s'il n'utilise pas pleinement la densité dont il dispose, eh bien, peut se voir sanctionné fiscalement par l'application d'un ratio sur le nombre de mètres carrés qu'il n'a pas utilisé. Autrement dit, assez contraignant a priori pour qu'il soit tenu de les utiliser, faute de quoi bien donc il fera l'objet de ces paiements. Autrement dit, l'intérêt c'est que si le propriétaire consomme complètement ses densités, on ne sera pas tenté pour pouvoir avoir de la densité supplémentaire d'aller rechercher des terrains ailleurs. Bon, ceci étant, le mécanisme est quand même relativement récent pour véritablement savoir s'il est efficace. Je ne sais pas trop quoi en penser dans la mesure où on est en train de réfléchir avec le ministère de l'écologie et le ministère des finances, donc dans le cadre de la conférence environnementale, sur savoir comment est-ce qu'on pourrait réformer justement la fiscalité pour qu'elle soit incitative pour limiter l'utilisation des sols dans ce cadre-là. Vous avez ensuite, dans le cadre de la gestion durable, eh bien, toutes les mesures agricoles de protection des qualités agronomiques que l'on peut avoir. Et ces qualités agronomiques peuvent passer, on va le voir, par une anticipation des atteintes, par le contrôle des intrants et surfaces traitées et par des mesures agro-environnementales. Alors, comment est-ce qu'on protège la qualité agronomique du sol? Eh bien, on peut le faire par le droit de l'urbanisme tout d'abord. Alors c'est vrai que initialement, le droit de l'urbanisme c'est considéré comme le sol. On prend le sol véritablement comme un support de construction, un support d'activité. Il ne s'intéresse pas spécialement à cet aspect qui est de protection de qualité agronomique. Mais en fait, on se rend compte que, en fouillant un peu les textes, qu'il aborde la qualité des sols de façon incidente. C'est pour protéger sa disponibilité à telle ou telle fin. Autrement dit, un sol qui a telle qualité sera protégé pour satisfaire cette qualité-là.
Prenons par exemple les anciennes zones NC du plan d'occupation des sols. Il était précisé que c'était les zones à protéger en raison de la valeur agricole des terres ou des richesses du sol et du sous-sol, ceci étant entendu de façon extrêmement large. Je vous ai évoqué également tout à l'heure les zones A, concernant cette fois-ci les PLU, donc qui se substituent pour partie aux zones NC des POS. Il est précisé que dans les zones A, ce sont des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Alors ici, l'idée, si vous voulez, ce n'est pas, puisque le droit de l'urbanisme n'a pas cette vocation, de limiter, de régir la nature des cultures, de régir l'utilisation des intrants, mais de permettre à la commune de limiter l'occupation immobilière de la zone, la limiter en autorisant simplement des constructions destinées à l'exploitation agricole ou des constructions qui seraient nécessaires à des services publics, ce qui veut dire que l'utilisation des sols doit nécessairement être en corrélation avec la vocation de la zone, respecter ici les règles du règlement de zone. Et puis cette protection, la disponibilité des sols à vocation agricole va passer en droit d'urbanisme également par l'intervention d'instances agricoles, puisque la Chambre d'agriculture, par exemple, va être consultée pour l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme. Il y a également la création de commissions départementales de consommation des terres agricoles, c'est-à-dire, le terme est quand même extrêmement fort. Ces instances ont été créées et à chaque fois qu'il y a une prescription, une révision ou une modification du PLU ou du SCOT, eh bien, il est nécessaire de la consulter et elle va donner un avis sur cette consommation des terres agricoles. Simplement, il ne s'agit ici que d'un simple avis et qui n'a pas de force juridique contraignante comme telle. Donc, ce qui fait que ça limite quand même assez, mais l'idée, si vous voulez, déjà d'un point de vue politique, ça fait prendre conscience de l'importance que peut avoir le sol dans cette perspective. Et puis, la qualité agronomique du sol peut avoir une protection par le droit de l'exploitation agricole. Ce droit de l'exploitation agricole, c'est à la fois un droit de l'espace, et c'est également aussi un droit donc de l'espace rural, et c'est aussi un droit des activités qui s'exercent principalement dans cet espace et qui vont recouvrer les activités agricoles au sens assez largement entendu, c'est-à-dire culture, élevage, enfin bref, tout ce qui peut s'inscrire dans un cycle particulier de production. Et notamment, ce droit a vocation à organiser, à régir la gestion des terres agricoles pour les préserver et surtout, mais ceci s'inscrit dans certaines politiques gouvernementales, d'orienter au mieux la production. Et la protection des sols va être ici finalisée puisqu'on va préserver la capacité de produire et incidemment, on va protéger les eaux, par exemple, via la protection des sols. Alors, quelques outils que l'on peut rencontrer dans ce cadre-là, on a la protection des sols, par exemple, dans le régime des baux ruraux. Les baux ruraux, c'est la convention qui est passée entre un propriétaire et généralement un agriculteur, au terme de quel bail l'agriculteur va pouvoir utiliser le sol pour le cultiver. Eh bien, le régime des baux ruraux a initialement pour finalité de préserver le preneur à bail, le locataire, donc si vous préférez, pour lui permettre de conduire à terme ses investissements, de mener à bien son exploitation sans que le bailleur puisse s'immiscer dans son activité. La preuve en est, le bailleur ne peut pas contrôler les cultures, il ne peut pas contrôler le mode d'exploitation, il ne peut pas interdire par exemple le regroupement des parcelles, et ce qui veut dire que s'il y a les travaux connexes de disparition des talus et des haies, eh bien il ne peut pas intervenir. Et il ne peut d'autant moins que vous avez une espèce de droit de quasi-propriété en ce sens qu'au terme du bail, il est renouvelé automatiquement à quelques rares exceptions près. Or, parmi ces exceptions, et qui peuvent aussi justifier qu'on puisse avoir une rupture du bail en cours d'activité, eh bien, c'est des motifs qui sont assis sur des atteintes qui compromettent la capacité de produire du sol. C'est par exemple la destruction partielle ou totale des terres. C'est le changement effectif ou potentiel de la destination agricole des sols, par exemple dans le cadre d'un plan local d'urbanisme. Mais le bailleur, en revanche, et c'est ce qui est intéressant ici, c'est que le propriétaire qui loue ne peut pas reprocher au preneur à bail, donc au locataire, d'appliquer sur ses parcelles des pratiques qui auraient notamment pour objet de préserver la ressource en eau, ou de préserver la qualité des sols, ou de lutter contre l'érosion. Autrement dit, il ne peut pas lui interdire, par exemple, de faire de l'agriculture biologique.
Et d'ailleurs, il est possible d'inclure dans le bail rural des clauses environnementales, mais ceci, malheureusement, c'est d'application extrêmement limitée quant aux personnes et quant au champ d'application, puisque les clauses environnementales dans le bail rural, donc, qui vont imposer aux preneurs à bail, donc aux locataires, certaines contraintes, eh bien, c'est uniquement si le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire, est une personne morale de droit public, comme une commune, ou si c'est une association de protection de l'environnement, mais surtout si le terrain se situe dans certains lieux, comme les terrains du conservatoire du littoral, par exemple, ou s'ils sont à l'intérieur d'une réserve naturelle ou d'un parc national, ou surtout d'une zone Natura 2000. Donc on a ici une protection qui pourrait se faire par ce biais, autrement dit dans un biais contractuel. Et puis on a une protection qui peut intervenir dans un cadre un peu plus réglementaire, donc plus contraignant, c'est la protection contre les effets des produits phytosanitaires et d'autres mesures, d'autres matières fertilisantes. Ne serait-ce déjà que les produits ne peuvent pas être mis sur le marché sans une autorisation particulière qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, et qui est délivrée seulement si l'instruction de la demande du producteur révèle leur innocuité à l'égard de l'environnement. Et surtout, c'est qu'elle peut être retirée si, après un nouvel examen, on se rend compte que le produit ne satisfait plus aux conditions de protection exigées. Et puis, une contrainte particulière, cette fois-ci non plus sur la nature du produit, mais sur son usage, mais qui est interprétée de façon assez diverse, vous allez comprendre en fonction du terme, c'est que les produits doivent faire l'objet, je cite, d'un usage approprié. Autrement dit, selon des principes de bonne pratique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réglementation particulière d'usage autre que celle qui a été autorisée dans le cadre du dossier de demande. La difficulté étant ici, c'est qu'on ne peut pas mettre, passez-moi l'expression, un gendarme derrière chaque utilisateur de produits phytosanitaires et autres matières fertilisantes. Sauf qu'il y a dans certaines hypothèses la possibilité d'avoir une réglementation un petit peu plus forte. Et je vise bien ici les questions de réglementation. C'est le cas par exemple dans les zones vulnérables. Les zones vulnérables donc, qui sont définies pour protéger les eaux, eh bien, les exploitants, notamment dans le cadre de plans de fumure, doivent tenir des plans d'épandage, des cahiers où il y a des plans d'épandage des matières fertilisantes azotées. Ils doivent respecter des prescriptions d'épandage particulières. La compensation étant ici qu'ils peuvent avoir, le cas échéant, une indemnité de couverture des sols s'ils implantent des cultures intermédiaires qui seraient des pièges à nitrate pendant les périodes où il y aurait des risques de lessivage, par exemple. Et puis, de façon tout aussi limitée, ils peuvent adhérer à des codes de bonnes pratiques agricoles dans le cadre de la protection des eaux au travers de cette fertilisation des sols. Mais ce code est d'application facultative. Or, lorsqu'on l'examine, on se rend compte qu'il est quand même extrêmement intéressant parce que il comporte des dispositions sur les conditions d'épandage des fertilisants, des sols, sur les questions de fertilisation de sols détrempés, inondés, gelés, etc., etc., et peut imposer notamment des modes de gestion des terres comme la rotation des cultures, des proportions de terre particulières, etc. Donc, et puis, ce qui permet de progresser encore plus, et cette fois-ci dans des mesures non plus contraignantes, des mesures contraignantes réglementaires, mais des mesures qui sont négociées, c'est le cas des contrats territoriaux d'exploitation qui ont été suivis par ce qu'on appelle les CAD, les contrats d'agriculture durable, mais qui n'ont pas survécu à une réforme de 2007, et pour aller plus simplement vers des mesures dites agri-environnementales, où l'agriculteur qui s'engage, ou l'exploitant d'une façon plus générale, qui s'engage à avoir des modes de culture respectueux de l'environnement général et du sol en particulier, eh bien, peut bénéficier de certaines aides. Autrement dit, on aura ce qu'on appelle une éco-conditionnalité des aides qui leur seront apportées. Vous pouvez encore également avoir dans ce cadre-là de protection, eh bien, des protections des sols dans le cadre de l'organisation foncière, ce qu'on appelait autrefois le remembrement, en ce sens que le sol est concerné à une double procédure, en ce sens que l'agriculteur voit mettre en exergue la qualité agronomique du sol. Alors, petite réserve toutefois, c'est que les juridictions judiciaires, et notamment la Cour de cassation, n'a pas considéré qu'un terrain qui faisait l'objet d'une culture biologique permettait de lui donner une plus forte valeur qu'il ne pouvait en avoir. Simplement, il y a également
un élément négatif dans ces remembrements, c'est que très souvent c'est accompagné de travaux connexes qui peuvent modifier la structure du sol et son alimentation hydrique. C'est notamment l'arasement des talus, l'arrachage des haies et le drainage. Tout simplement parce qu'il ne faut pas se voiler dans ce cadre-là, c'est que le droit rural, c'est d'abord et avant tout un droit d'exploitation des sols qui ne leur laisse guère de repos, si ce n'est quelques mesures de jachère qui sont organisées ou en tout cas encadrées, tout simplement parce qu'on trouve des dispositions qui peuvent imposer des obligations de culture aux propriétaires, avec notamment le régime des terres incultes et manifestement sous-exploitées, qui peuvent, si on les constate comme telles, conduire l'autorité administrative à transférer, non pas la propriété, mais l'exploitation du sol à un agriculteur qui s'engage à l'exploiter par rapport à un propriétaire qui n'exploiterait pas son sol ici, ce qui veut dire que c'est quand même relativement contraignant pour le propriétaire qui va devoir, le cas échéant, agir. Et puis, au-delà de ces aspects de gestion durable, il y a également des gestions réparatrices. Et les gestions réparatrices du sol, en ce sens qu'il y a une des atteintes les plus prégnantes sur le sol qui sont les pollutions, et vous avez deux modes d'action qui sont les actions sur les sols pollués dans le cadre d'une remise en état, et une autre action qui est la responsabilité environnementale en cas d'atteinte au sol, mais nous allons voir que c'est relativement limité dans ce cadre-là. Tout d'abord, la remise en état des sols pollués, en ce sens que la réglementation des installations classées, par exemple, prévoit qu'à la suite de la cessation d'exploitation, eh bien l'exploitant doit remettre le sol en l'état, moyennant un contrôle préfectoral. Le problème qui peut se poser, c'est que si l'exploitant ne le fait pas, eh bien il y a un certain nombre de mesures qu'on appelle les sanctions administratives qui vont contraindre l'exploitant à les exécuter moyennant finance, faute de quoi il y aurait une exécution d'office à ses frais. Et puis, l'autre élément, c'est que si l'exploitant disparaît, eh bien, il peut y avoir une substitution par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et si le sol est laissé comme tel et qu'il y a un successeur, eh bien, il sera possible, le cas échéant, en fonction de l'activité de ce successeur, de le rendre responsable de la remise en état, le laissant ensuite se retourner dans une relation contractuelle contre son vendeur qui lui aurait caché l'état du sol. Mais je ne vais pas en dire plus sur ces questions. Envisageons surtout ce qui est très intéressant, puisque ça date d'une directive de 2004, la directive 2004-35 sur la responsabilité environnementale, qui a été traduite en droit interne par une loi du 1er août 2008, et qui, pour la première fois, fait apparaître les sols sous deux aspects. Tout d'abord, le sol en tant que tel, en tant qu'atteinte, et surtout, avec un aspect transgressif, on va le voir, la notion de service écosystémique. En ce sens que les sols, lorsqu'il y a des dommages qui peuvent résulter de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, de micro-organismes, etc., eh bien, il peut y avoir l'intervention de l'autorité préfectorale. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce type de pollution particulier ne prend pas véritablement le sol pour assise, ou en tout cas comme référent, parce que le texte dit simplement qu'on ne doit intervenir que s'il y a un grave risque d'atteinte à la santé humaine du fait de la contamination des sols. Autrement dit, on ne considère ici véritablement le sol que comme vecteur, et on n'en prend pas le sol comme, passez-moi l'expression, comme victime, comme tel. Et donc le critère n'est pas l'atteinte au sol, mais vraiment l'atteinte à la santé humaine. Je n'irai pas jusqu'à parler de santé du sol, même si certains organismes l'évoquent comme tel, comme si c'était finalement un corps humain. Or, dans cette hypothèse ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des réparations qui se font de façon étagée. C'est que s'il y a une véritable atteinte, il y a une obligation de réparation primaire, ce qui va faire que les sols et leurs services doivent retourner à leur état initial ou s'en approcher, le plus souvent en envisageant la possibilité d'une réparation par régénération naturelle. Il y a également une réparation secondaire, c'est les mesures compensatoires complémentaires lorsque la réparation primaire n'aboutit pas au retour à l'état initial, alors ce qui permet, si vous voulez, de rechercher la fourniture d'un niveau de ressources naturelles ou de services comparables à celui qui aurait été fourni si le site avait été remis dans son état initial. Et enfin, il y a des mesures de réparation compensatoires, c'est-à-dire pour compenser ce qu'on appelle les pertes intermédiaires, c'est-à-dire celles entre le moment de l'atteinte et le moment où le sol aurait été entièrement
remis en l'état. Et ici, on retrouve un mécanisme un peu similaire de sanctions administratives où le préfet va pouvoir imposer aux responsables qu'ils remettent le sol en l'état. Alors, cette référence au service écosystémique me conduit à parler du dernier point, c'est l'aspect du sol service. Et ici, on a une approche extrêmement transgressive par rapport à tout ce qui se faisait en matière d'environnement et de propriété jusqu'à présent. Tout d'abord, les services écosystémiques que peut rendre le sol sont des objets d'un point de vue juridique qui sont extrêmement mal identifiés. Ils sont extrêmement mal identifiés en ce sens que ce sont des approches à la base qui sont économiques, qui consistent à donner des valeurs, et donc éventuellement des valeurs d'échange, ou des valeurs de marchandisation, et donc le droit peine à les approcher comme telles, et comme je vous le disais, la première formalisation que l'on en trouve, c'est via la responsabilité environnementale. Alors le juriste s'interroge, et comment est-ce qu'on appréhende cet objet? En fait, on a trois approches possibles. Une approche de consubstantialité, de patrimonialisation ou de transpropriation. Si on approche la question de la consubstantialité, on va considérer que le service rendu par le sol est rattaché indissociablement à la propriété du sol. Autrement dit, le propriétaire a l'entière liberté du service qui est rendu par le sol, il en a l'entière propriété, l'entière jouissance, donc il peut le vendre, il peut l'utiliser, surtout il peut également le détruire, donc il a une parfaite liberté d'usage. Sauf, mais c'est un grand classique depuis le Code civil de 1804, sauf des atteintes aux tiers qu'il pourrait causer. On trouve quelques jurisprudences, par exemple, où des atteintes qui auraient été portées au sol, qui portaient atteinte à la nappe phréatique, étaient susceptibles de conduire à la condamnation civile du propriétaire, sauf que le propriétaire étant libre, il faudrait qu'il ait fait un usage volontairement non conventionnel de son sol, pour chercher à porter atteinte, ce qui veut dire autrement dit que sa liberté d'usage lui permet d'avoir l'usage qu'il souhaite, et s'il porte atteinte à des tiers, ces tiers ne pourront demander indemnisation que s'il montre qu'il avait agi dans une intention maligne, autrement dit leur nuire. C'est-à-dire que s'il l'utilise librement et qu'il porte atteinte parce que c'est l'usage qu'il suggère, on ne peut rien lui demander. Il y a une deuxième approche, c'est la patrimonialisation. La patrimonialisation, autrement dit, de considérer dans cette perspective que le sol relève d'un patrimoine. Alors, le patrimoine, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les biens hérités du père, le patrimonium, c'est-à-dire, c'est, si vous voulez, une espèce d'élément transmissible que l'on pourrait avoir, sauf que la transmissibilité dans ce cadre-là, c'est l'approche très occidentale du sol, fait que c'est un patrimoine qui est approprié et donc qui appartiendrait au propriétaire. D'où l'idée de se dire, mais alors, est-ce que les services environnementaux qui sont rendus par le sol ne pourraient pas être considérés comme un patrimoine commun? Autrement dit, présentant un intérêt collectif, et que celui qui l'utilise n'en est pas le propriétaire, mais le simple gestionnaire, donc en étant le garant, et que s'il le reçoit dans un état donné, il doit le rendre dans un état donné pour on va appeler ceci les générations futures, mais en tout cas pour la collectivité. L'intérêt ici, c'est que ça veut dire que comme le patrimoine est commun, c'est-à-dire que comme ce service rendu par le sol est commun, il n'y a pas de titulaire unique, mais une espèce d'appropriation juridique de celui-ci. La difficulté étant de savoir dans ce cas qui a la légitimité pour pouvoir le réglementer. Alors, et puis le protéger. Alors se pose alors la question de savoir si on est dans ce que l'on appelle une res propria, une chose appropriée. Alors à mon avis, c'est pas souhaitable parce que ça veut dire que ça relève du propriétaire du sol, ou au contraire, ce qu'on appelle une res communis, une chose commune, autrement dit, qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous. Mais alors, va se poser une question, le propriétaire du sol par rapport à ce service, comment se situe-t-il désormais? D'où l'idée d'aller dans une autre approche qui est celle de la transpropriation. La transpropriation, si vous voulez, c'est une espèce de dissociation. Dissociation, pour la traduire, vous prenez un monument historique, l'immeuble, le mur appartient au propriétaire et son historicité appartient à la collectivité. C'est-à-dire que la transpropriation va faire qu'on va considérer que le service produit par le sol appartient à la collectivité,
et que le propriétaire n'a que la propriété matérielle du sol. Et que si la collectivité l'autorise à mettre en valeur ce sol, elle peut lui imposer un certain nombre de contraintes. Autrement dit, on va avoir une distraction, une dissociation entre les deux. Alors, dans ce cas, le juriste réagit de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une contrainte, une servitude, ou est-ce qu'il y a un simple droit d'usufruit? Et dans ce cas, comment intervenir auprès du propriétaire? Et là, on a deux approches également possibles. Donc, vous voyez, en fait, on est actuellement que dans la construction, hein, puisqu'il n'y a pas de véritable régime juridique dans ce cadre-là. On est alors, prenons un exemple de sol agricole. Dans cette hypothèse, si vous limitez l'usage d'intrants pour le propriétaire, pour éviter qu'il y ait une atteinte au sol et éventuellement une atteinte aux eaux souterraines, quelles sont les deux approches possibles? Soit vous considérez que c'est le propriétaire qui rend le service en utilisant moins d'intrants, et dans ce cas, il pourra demander à être rémunéré pour son service, parce que c'est lui qui est propriétaire du service et qui le rend. En revanche, on peut avoir une autre approche, considérant que c'est une contrainte qu'on va lui imposer, et dans ce cas, plutôt que d'être rémunéré, il sera indemnisé pour sa contrainte, c'est-à-dire qu'il aura un moindre usage de son sol, parce qu'il aura dédié, ou il sera contraint par un certain nombre d'éléments permettant de protéger, enfin en tout cas de le mettre à la disposition de la collectivité. Alors en conclusion de tout cela, parce que je vois que je suis bavard et que le temps passe très vite, globalement, si vous voulez, si on fait le bilan, même pour avoir beaucoup écrit sur la question, on se rend compte que les sols restent quand même globalement ignorés par le droit. Vous avez beaucoup de dispositions, mais elles sont extrêmement éparses, et ça laisse l'impression d'avoir une prise en compte effective, mais en réalité, très souvent, on se rend compte que le sol n'est pris en considération qu'incidemment, comme s'il n'était pas possible de faire autrement. Et lorsque, par exemple, on prend le code de l'environnement dans le chapitre sur les milieux, eh bien, il n'y en a que deux, l'air, l'eau, et il n'y a absolument pas le sol. Et le sol fait l'objet d'un tout petit paragraphe qui est relatif simplement à la question des sols pollués. Alors, il y a quand même des perspectives qui peuvent être réjouissantes, en fait, qui auraient dû être réjouissantes initialement, c'est-à-dire le projet de directive cadre pour la protection des sols, et qui met en exergue le caractère non renouvelable, qui parle du sol de ressources, mais cette directive qui souhaite avoir un texte fondateur concernant le sol, malheureusement est rejetée par beaucoup d'États parce qu'on va considérer que ça va porter atteinte aux intérêts agricoles, aux intérêts des carrières, aux intérêts énergétiques, etc., ou même de l'urbanisme. Et donc beaucoup d'États considèrent que ce texte n'est pas bon, donc le rejettent. Et donc la Commission européenne a changé sa stratégie, c'est-à-dire plutôt d'avoir un texte global désormais. Elle semblerait beaucoup plus s'orienter vers une espèce de saupoudrage, c'est-à-dire mettre un peu de sol, un petit peu de partout. Simplement, comme il s'agit de droit communautaire et qu'elle ne peut pas intervenir sur ce qui concerne quand même la souveraineté des États, et c'est pour cela qu'ils y sont très attachés, eh bien, on n'est pas malheureusement encore arrivé au point de faire un sol, le patrimoine commun de la nation. Alors par exemple, on a mis l'eau comme patrimoine commun, et ce qui aurait été intéressant dans ce cadre-là, c'est d'aller encore plus loin et considérer par exemple que la protection du sol était un droit fondamental. Je vous remercie pour votre attention, et maintenant je peux répondre à vos questions. Merci. Tu m'entends, Philippe? Oui, très bien, merci Christian. Oui. Voilà, donc on va effectivement passer à la partie de questions. Et donc, j'ai un certain nombre de questions qui me sont déjà parvenues et que je vais te poser. J'invite tous les auditeurs à poursuivre. On a quelques 40 minutes pour discuter autour des questions qui vont nous parvenir. Alors, tu peux y aller. C'est bon, vas-y. Alors bon, si jamais si tu peux lire les questions toi aussi. Si tu moment, j'ai rien écrit. Comment? J'ai rien affiché pour le moment. J'ai rien affiché pour le moment. Sur la partie droite, tu dois voir. Oui, j'ai rien du tout. Non, j'ai. Questions là. Non, t'as pas. Sur la partie droite, j'ai absolument rien. T'as pas les questions? Non, j'ai rien du tout. Non, j'ai absolument rien qui apparaît. Un onglet personnel, chatter, chat, partage d'écran. J'ai pas de. Puis, tu sais, j'ai un petit problème de logiciel visiblement. T'as pas de questions? Non, j'ai aucune question. Bah, tu peux me les lire éventuellement? Oui, bien sûr, je vais te les lire, mais parfois c'est plus facile quand en même temps on peut les lire. Alors, j'ai une première question d'Alexis qui est un peu historique et qui donc permet un peu
de replacer un peu la protection des sols dans l'évolution historique de la législation. Voilà. Depuis quand s'intéresse-t-on à la protection des sols, ou depuis quand l'utilisation des sols est-elle réglementée? Voilà. Alexis Lecouteux qui pose cette question-là. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications? Oui, alors ça sera des choses assez brèves en fait. Alors la protection des sols, en fait, on s'y intéresse extrêmement tôt lorsque ça concerne les sols à vocation agricole, puisque l'objectif étant quand même, sous l'Ancien Régime, de protéger les terres, donc les sols qui sont comme la propriété des seigneurs et qui représentent en France en tout cas la principale richesse, puisque à peu près 90% de la nation est agricole et que on a des propriétés qui sont des propriétés foncières, à commencer d'ailleurs par les propriétés royales. Et donc de ce fait, on va d'abord protéger les sols finalement comme objet de propriété à vocation agricole. Ensuite, on s'intéresse à la protection des sols à partir du moment où le sol devient un danger. À partir du moment où le sol devient un danger, c'est-à-dire aux alentours des années 1860, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce qu'on est dans une espèce d'ingénierie triomphante, de scientisme triomphant sous le Second Empire, où on considère que finalement l'ingénierie va pouvoir tout résoudre, et on se rend compte, on analyse que il y a une disparition des sols, et que la disparition des sols va créer en aval des montagnes des inondations, un certain nombre de dommages, et c'est ici véritablement qu'on les prend en compte. Ensuite, on les prend en compte dans un troisième temps, si on veut progresser d'un sens, c'est à partir du moment où on réglemente les sols à vocation urbaine. On réglemente les sols à vocation urbaine, et dans ce cas, on va considérer le sol cette fois-ci comme substrat. Tiens, je peux lire maintenant les questions. Donc même pas. Et donc à partir du moment où on l'intéresse comme substrat, mais ici c'est le sol comme pouvant être reposé, et on ne réglemente le sol au départ que pour avoir une meilleure organisation de la ville. C'est le principe du zoning, par exemple, de Tony Garnier, où on considère que chaque espace est comme un organe du corps, et que les voies sont censées être comme les réseaux de veines et d'artères pour venir irriguer l'ensemble des éléments et les relier entre eux. Mais on ne s'intéresse pas vraiment au départ au sol, à une gestion économe du sol. Ça viendra beaucoup plus tard, à 1976, avec la loi d'orientation foncière de 1976, qui va profondément réformer le droit de l'urbanisme en créant notamment le POS et le schéma directeur, et qui, elle, va considérer le sol véritablement comme une ressource. Et au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation, et notamment avec la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain de 2000, poser le sol comme véritablement une ressource que l'on doit gérer de façon économe, parce que la gestion économe du sol va avoir d'autres incidences, par exemple sur la consommation d'énergie, parce que plus on s'étend loin, donc plus on consomme de sol, plus on est obligé d'avoir des voies d'accès, plus on utilise des véhicules, etc. etc. Enfin, pour faire un petit bref panel juridique. D'accord, merci. Alors, j'ai reçu pas mal de questions, mais elles sont toutes sur un sujet un peu différent, donc je vais les prendre dans l'ordre. J'arrive pas réellement à... Alors, il y a une première question de Catherine Keller. Y a-t-il un lien entre les prescriptions du code forestier en montagne et la loi montagne? Et sinon, quelle est la délimitation de la loi montagne, et le sol y est-il pris en compte? Sous quel aspect? D'accord, très bien. Alors, le lien entre les deux, il n'y a d'abord aucun lien. Il n'y a d'abord aucun lien parce que le code forestier, donc, qui date de 1827 au départ, alors que la loi montagne date de 1985, donc il y a quand même, enfin, sauf si on considère la directive d'aménagement national sur la montagne de 1977, mais il y a quand même à peu près plus d'un siècle qui sépare les deux textes, et donc le code forestier s'est développé totalement en marge. En outre, le code forestier ne s'intéresse pas spécifiquement à la montagne, mais en tout cas à la montagne de la même façon que la loi montagne. Tout simplement parce qu'il a son propre objet, il a sa propre autonomie. On a ce qu'on appelle en droit l'indépendance des législations. Ce régime-là, le régime du code forestier, va intéresser les ingénieurs des eaux et forêts, et donc on va avoir une espèce de, d'attachement un peu viscéral à une fonction et à un milieu donné sur la protection. Et donc, le code forestier est tout à fait autonome dans ce cadre-là.
la loi montagne, elle est contenue dans le code de l'urbanisme. Elle ne s'intéresse pas du tout à la forêt, ou du moins ni au sol, de la même façon que le code forestier, en ce sens que la loi montagne n'a pas pour vocation, par exemple, de favoriser la replantation, d'éviter les risques naturels, etc., comme le fait le code forestier avec les mises en défense, par exemple. Alors la loi montagne, en revanche, prévoit quand même des choses sur le sol, puisque un des principes, et c'est l'article de mémoire L143-1 du code non c'est pas le 53, peu importe, du code de l'urbanisme qui prévoit que le principe d'urbanisation en montagne doit se faire dans le cadre d'une approche de la protection des éléments naturels et culturels de la montagne, d'une part. Ensuite, il faut préserver l'affectation des sols, et que donc l'idée c'est d'avoir une urbanisation en montagne un peu endogène et non pas excentrique, qui ferait qu'on a une urbanisation en tache d'huile qui serait consommatrice de sol. Et donc l'idée de la loi montagne, c'est d'avoir une espèce d'une agrégation des constructions les unes par rapport aux autres pour justement éviter qu'il y ait cette surconsommation des sols. Alors malheureusement, ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien parce que les élus de la montagne, compte tenu de l'intérêt économique très fort, ont revendiqué et ont obtenu beaucoup de concessions de la part des parlementaires et législateurs, a permis le développement assez fort finalement de l'urbanisation en montagne, puisque le principe c'est sur l'urbanisation en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de maisons traditionnelles et de chalets de montagne. Et donc de ce fait, ça permet d'avoir quand même une urbanisation alors qu'elle était beaucoup plus réduite en 1985 quand la loi l'avait prévue. Voilà. D'accord, merci. Alors, je vais profiter, puisqu'on parle de forêt, pour poser une question qui m'est parvenue, là, que je t'avais envoyée de Lucille, Dr Morosier. Quelles sont les règles ou les dispositifs légaux de protection des sols en milieu forestier? Donc, elle prend l'exemple de sa région, je crois que c'est Rhône-Alpes, où les espaces forestiers appartiennent à de très nombreux propriétaires et où les sols sont très fortement dégradés par des pratiques liées à soit des engins roulants, soit des dépôts sauvages, voilà, donc, ou alors parce que le domaine forestier est considéré comme libre d'accès. Voilà, donc, est-ce que tu peux répondre D'accord, oui, je vais essayer de faire brièvement par rapport à tous ces éléments. Alors, s'agissant d'abord des questions de pratique, alors, il est vrai que la principale difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Déjà, alors, on se fixe bien ici, moi, je parle des forêts privées et non pas des forêts domaniales relevant de l'État. Hein. Elles font l'objet d'une réglementation particulière. Pour ce qui concerne les forêts privées, la question des pratiques, elle est liée entièrement au propriétaire dans un premier temps, en ce sens que le propriétaire a toute latitude pour s'opposer à ce que les forêts soient fréquentées, que les layons forestiers soient utilisés à certaines fins, etc. Simplement, après se pose un problème du contrôle, premièrement. Ensuite, s'il n'y a pas de contrôle et que le propriétaire ne dit rien, on va considérer que l'usage qu'il fait, qu'il en autorise, c'est un usage qui serait une tolérance, une simple tolérance. Alors, simple tolérance certes, mais tolérance tout de même, qui va faire que les personnes qui se promènent en forêt, il faut bien en être conscient quand même, ne sont pas chez elles. Donc elles n'ont pas le droit de dégrader la forêt, etc., puisqu'il y a des textes qui permettent en revanche de les poursuivre pénalement et voire mettre en jeu leur responsabilité civile, donc sanctions pénales et indemnisation civile, pour le propriétaire s'il y avait des atteintes qui seraient faites. Ensuite, s'agissant toujours de ces pratiques, les pratiques qui peuvent consister à faire du motocross ou du 4x4, de nouveau, ça relève dans un premier temps des propriétaires qui peuvent l'interdire naturellement, avec les mêmes problèmes de contrôle, mais également de la part du maire, qui, au titre de son pouvoir de police, a la possibilité de réglementer, voire d'interdire le 4x4, et en tout cas la pratique de ces véhicules en forêt. Ensuite, s'agissant des dépôts sauvages, eh bien, les dépôts sauvages relèvent d'abord du code forestier, puisque le code forestier interdit. Alors, il y a deux situations. Soit on est dans des massifs qui ont fait l'objet d'un classement particulier du fait d'incendie, du fait des risques d'incendie, et auquel cas il y a une interdiction générale qui est faite de tout dépôt, ou alors ce ne sont pas ce type de massifs, et dans ce cas, il y a une disposition du code forestier qui interdit
les dépôts d'ordures ménagères à moins de 200 mètres des forêts. Ça, c'est un élément. Après, il y a le régime général des déchets qui interdit de toute façon de déposer ces déchets à peine de sanction pénale, puisque les déchets doivent être déposés dans les lieux appropriés, ce que n'est a priori pas la forêt. Voilà, pour faire ça. Alors, je rebondis parce que ça permet un peu de faire le lien avec le contrôle, qui doit faire la preuve d'un mauvais usage ou du bon usage des sols. Hein. Un propriétaire de terrain agricole peut-il transformer son terrain en dépotoir sans que ses voisins ou la collectivité ne puissent obtenir de remise en l'état initial, même s'il n'y a pas, en particulier, pas de pollution avérée de la rivière voisine. Voilà. Donc, est-ce que en soi, le fait de polluer des sols peut être l'objet d'une poursuite Alors, s'il y a une pollution des sols sans qu'il y ait le moindre effet sur le voisinage, c'est une pollution des sols qui reste limitée au sol, en ce sens qu'il n'y aurait pas d'atteinte à une nappe, personne n'a le droit d'agir. Il y a absolument, puisqu'on n'a aucune légitimité à intervenir. Sauf que le code de l'environnement, c'est le L541-3, prévoit que, non, maintenant ça a changé, ça a migré, c'est le L556-1, ça a changé il y a peu de temps, L556-1 prévoit qu'en cas de pollution des sols, eh bien, le maire peut imposer aux responsables de remettre le site en état. Mais il faut déjà, que le maire en soit informé, 2, qu'on établisse effectivement la preuve de la pollution de ce sol. Et ce que je veux dire par là, c'est que si il n'y a pas de trouble particulier de voisinage, les voisins n'ont pas la légitimité à intervenir, sauf à dénoncer le propriétaire, mais il n'y a pas de légitimité particulière. Donc on peut d'abord avoir une première conception du sol d'un point de vue du trouble de voisinage, qui permet de dire que si le voisin se plaint de nuisances olfactives ou de nuisances visuelles, par exemple, il y aurait des dépôts sur ces territoires, eh bien, il pourrait mettre en jeu la responsabilité civile du voisin et que le juge pourrait éventuellement condamner le voisin délicat à remettre le terrain en l'état. Ensuite, il peut agir sur les fondements de pouvoir de police du maire, donc comme je le disais, qui sont à un double niveau, c'est-à-dire soit il a une police spéciale pour des déchets qui seraient mal traités et qui pourraient poser des problèmes au sol, soit il a une pouvoir de police spéciale pour des sols pollués, cette fois-ci donc sans considération de l'objet polluant, soit il a un autre pouvoir de police mais qui est un peu particulier, qui concerne exclusivement les lieux habités, qui peut consister à imposer aux voisins de remettre en l'état des secteurs qui présenteraient un défaut d'entretien. Mais en tout état de cause, lorsque le maire intervient par exemple au-dessus du défaut d'entretien d'un terrain, c'est pas au défaut d'entretien qui a des aspects sur le sol, c'est le défaut d'entretien qui apparaît beaucoup plus visuel. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public qui naîtrait d'un mauvais usage du sol, en tout cas dans un rapport de police, ou qu'il ait de troubles anormaux de voisinage ou de dommages dans un rapport de droit civil entre voisins, personne n'a de légitimité à intervenir. Il resterait, le cas échéant, si on est dans un cas de bail rural, auquel cas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le bailleur pourrait résilier le bail, mais il y a des conditions extrêmement drastiques. D'accord. Alors je pose la question suivante, qui est de Catherine Keller, qui porte sur justement la question qui est d'actualité, les limitations des zones humides versus sols agricoles. Donc comment sont considérés les sols agricoles ou non des zones humides? En particulier, peut-on considérer que le drainage va améliorer les sols, ou bien le décret zone humide est-il prépondérant dans les décisions? D'accord. Alors, soit on considère qu'on est dans le cadre de zones humides qui sont considérées comme stratégiques, et auquel cas, dans le cadre de la réglementation, on ne peut pas les perdre, les faire disparaître. Soit on est dans le cas de zones humides, on va dire classiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme stratégiques, avec l'objet d'une délimitation particulière. Et dans ce cas, il n'y a pas véritablement de protection, en ce sens qu'on a le dispositif du code de l'environnement, c'est le R214-1, qui fixe une nomenclature, et c'est la nomenclature notamment de l'imperméabilisation et de l'assèchement du drainage des zones humides.
Et alors dans ce cas, c'est-à-dire que si on a des possibilités d'autorisation ou de déclaration en fonction de la surface, ça veut bien dire que c'est possible sous contrôle administratif. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas véritablement de protection hors des cas un peu particuliers du style zone humide qui serait dans un espace protégé comme une zone Natura 2000, comme un parc national ou une réserve naturelle classée. Là, il y a une protection, mais qui tient non pas au caractère humide de la zone, mais au lieu dans lequel il se situe. Ensuite, si elle a sa propre qualification de zone humide stratégique, là, elle fait l'objet d'une protection. Mais si c'est une zone humide, j'allais dire simple, elle ne fait pas l'objet de protection particulière, d'autant moins que si on est en dessous des seuils pour la déclaration, eh bien, on en fait ce qu'on en veut, sans contrôle administratif. D'accord. Alors, il y a une question de Michel Brossard, qui reprend en fait une proposition de Jean-Claude Marcus, qui est membre du conseil d'administration de l'Association française d'études des sols, et donc qui propose lui le concept de pédologie préventive. Hein, c'est-à-dire que quand on fait un aménagement, l'idée d'avoir une étude de pédologie préventive qui analyse de façon plus fine l'impact sur les sols. Donc, est-ce que c'est le concept de pédologie préventive? Comment tu peux le percevoir en tant que juriste? D'accord. Alors, ça me rappelle, oui, j'avais pas précisé que je fais comme toi partie du comité scientifique de GESOL, donc qui est un groupe de recherche sur la protection du patrimoine sol qui est mis en place auprès de l'ADEME, le ministère de l'écologie. Et ce concept n'existe pas pour le moment en droit, en tout cas. En revanche, il y a quelques éléments qui peuvent être extrêmement intéressants, qui pourraient être... alors, on en a déjà des traces d'ailleurs en droit de rural, qui peuvent être essayer d'affecter des valeurs au sol en fonction de leur qualité. Et à partir de ce moment-là, cet aspect de pédologie préventive serait de faire un quadrillage du territoire pour déterminer quels sont les sols et quelle est leur valeur. Alors leur valeur ou leur productivité, enfin ça va dépendre après, et là c'est le discours scientifique qui va le dominer, et ça va dépendre de ce qu'on veut en faire. Quelle est la valeur de productivité, quelle est la valeur de je ne sais quoi par rapport au sol, sa valeur naturelle par exemple, et là on donnerait un certain nombre de points, et qui pourrait conduire éventuellement à interdire l'utilisation de certains sols, qui pourrait aboutir le cas échéant à réserver l'utilisation de certains sols, ou au contraire de les laisser avec plus ou moins de liberté, qui serait que, une fois que le sol a fait l'objet d'une utilisation, il y a une compensation, ou on pourrait encore envisager l'idée qu'à partir du moment où il n'y a plus d'usage, il faut remettre le sol en l'état. Mais, et là on pourrait être dans une pédologie préventive, en ce sens qu'on aurait donné au droit les outils nécessaires pour envisager possiblement les atteintes. Alors, ça existe malgré tout, même si ce n'est pas mis en œuvre complètement, dans le cadre des études d'impact, ou plus largement des évaluations environnementales. Parce que lorsqu'on doit réaliser un projet soumis à étude d'impact, et que l'étude d'impact porte notamment sur le sol, on est bien ici dans une analyse préventive, en ce sens qu'on va d'abord analyser le sol tel qu'il est à tel endroit, et de voir comment on va pouvoir limiter, réduire ou si possible compenser les atteintes. Si c'est un peu l'idée dans laquelle s'inscrit la pédologie préventive. Alors, ça rejoint un peu une question d'Alexis Lecouteux, là, une question assez concrète. Comment le préfet, en cas de cession d'une exploitation par exemple, juge-t-il de l'état du sol? Quelle est sa grille d'évaluation lui permettant de prendre des dispositions? Donc en fait, ça rejoint un peu, est-ce que on dispose en fait... C'est une exploitation agricole ou une exploitation industrielle? Oh, je pense que c'est agricole, là, ce qui est considéré. Le préfet n'a absolument... Alors c'est simple, le préfet n'a absolument rien à dire, il n'intervient pas. Alors prenons une exploitation... une exploitation de carrière, par exemple, qui s'arrête, qu'on doit remettre en état. Agricole. D'accord. Alors là, par contre, c'est une exploitation d'installation classée. Alors dans ce cas, il y a toute une série de dispositifs qui ont été prévus par le Code de l'environnement. À la base, il est dit que la remise en l'état, c'est une remise en l'état dans un état tel qu'il n'y ait plus de dommages pour les intérêts protégés du L211-1 et du L511-1, c'est-à-dire les intérêts pour l'eau, pour la santé humaine, pour le sol, pour tout un ensemble d'éléments. Et le préfet va prescrire, alors au départ c'est l'exploitant
qui fait la déclaration de cessation d'activité, qui joint un mémoire de remise en état du site, et ensuite le préfet va prescrire l'ensemble des mesures de réhabilitation du terrain. Donc là, il peut. Mais alors, quel va être le niveau de référence? Et c'est là que le bas peut blesser, parce que le niveau de référence va dépendre en fait, soit la communauté d'un document d'urbanisme ou pas, soit il y a un accord entre le préfet et l'exploitant ou pas. En ce sens que s'il y a un document d'urbanisme, la remise en état doit avoir lieu dans un état tel que ça permet de mettre en œuvre le document d'urbanisme en question. Autrement dit, si on prévoit qu'à tel endroit, il y avait un sol XY et que désormais c'est un sol agricole, il faut que le sol puisse être exploité à des fins agricoles. Autre hypothèse, c'est que si il n'y a pas de document d'urbanisme et si on n'arrive pas à s'entendre, il faut que le sol soit remis dans un état tel qu'il permette une exploitation telle qu'elle existait actuellement. Et puis enfin, il y a une troisième hypothèse, enfin, qu'elle existe actuellement ou de façon similaire. Et enfin, il y a une troisième hypothèse, c'est lorsqu'il n'y a pas d'accord du tout entre personnes, eh bien c'est qu'il faut que la remise en état soit identique à celle qui préexistait au moment de l'exploitation initiale. Mais il n'y a pas de critères de référence, si tu veux. D'accord, mais il faut des experts pour tout cela, à la fois pour... Oui, mais malheureusement, on n'en dispose pas. D'accord. Oui, donc il y a la question quand même de l'expertise dans ce domaine-là. Ah oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'analyser un sol, on sait le faire globalement. On a très bien su le faire en matière agricole lorsqu'on a des tableaux d'équivalence de valeur pour faire les répartitions, la répartition, le redécoupage, la redistribution des terres à la suite d'un aménagement foncier, enfin anciennement le remembrement. Ça, on a très bien su développer, mais c'est uniquement en matière agricole et on se fonde sur la valeur de productivité. On va dire qu'un hectare de prairie équivaut à tant d'hectares de telle autre terre, etc. Ça, on sait faire. En revanche, lorsqu'on est dans le cas d'une remise en l'état, déjà, très souvent, pour beaucoup de ces sols, on ne sait pas quel était l'état préexistant, notamment lorsque les installations sont extrêmement anciennes. Donc, on n'a pas de niveau de référence. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut en faire de ce sol? Parce qu'il faut bien comprendre que la protection, c'est une protection qui est objectivée. Elle est orientée. C'est pas on protège le sol pour lui-même, pour lui faire produire des services que produit un sol naturellement. C'est on protège le sol en fonction de l'usage que l'on veut en faire. Et c'est la valeur d'usage qui en définitive détermine les conditions de remise en état, et ça n'est pas des aspects strictement naturels comme pourrait le souhaiter un pédologue. D'accord. Alors, une question d'Olivier Damas. Y a-t-il des cas de jurisprudence des cas de jurisprudence marquants qui iraient vers la reconnaissance du sol comme un bien commun à protéger et offrant des services? Est-ce que on pourrait, à l'avenir, s'appuyer sur ces cas de jurisprudence pour aller plus loin? Alors, réponse, aucun. À ce jour, il n'y a pas de jurisprudence en ce sens. D'accord. La notion de service est une notion qui est extrêmement récente. Et la seule fois où elle a été consacrée en droit pour le moment, c'est avec la loi du 1er août 78, c'est-à-dire les articles 1er août 2008, donc qui transpose la directive sur la protection, la responsabilité environnementale, et qui prévoit justement l'atteinte aux services écosystémiques que peut rendre par exemple le sol. Mais à ce jour, il n'y a pas de jurisprudence qui aurait sanctionné soit une atteinte, soit une mauvaise remise en l'état. Et puis s'agissant de la reconnaissance du sol bien commun, à mon avis, ça relève quand même largement d'une utopie, en ce sens que le sol est par nature fondateur de la propriété. C'est Rousseau dans le discours sur les origines des inégalités parmi les hommes qui a dit le premier qui a vu un terrain et l'a enclos et a dit ceci est à moi, celui-ci a créé la société civile. Autrement dit, à partir du moment où quelqu'un a délimité un sol et se l'est approprié, il a marqué toutes les limites par rapport aux autres. Et on a marqué les limites par rapport à l'usage qu'il pouvait en avoir. Et donc, le sol étant très fondateur, il n'y a pas de reconnaissance de bien commun. Simplement, on peut avoir des esquisses, comme par exemple, on nous dit dans le code rural, le territoire et le patrimoine commun. Voilà, mais c'est tout, mais c'est le territoire, c'est pas le sol. D'accord. Alors Jean-Claude Lacassin, qui vient du Canal de Provence, nous dit, dans le règlement d'un POS en zone ND, le règlement interdisait l'exportation de la terre végétale en dehors de la zone ND. Alors, ND comme, je ne me rappelle plus, est-ce légal? C'est une zone naturelle. Voilà. Zone naturelle à protéger pour des raisons environnementales, écologiques et historiques. Voilà, donc le règlement interdisait l'exportation.
Comment? C'est totalement illégal, puisque c'est totalement illégal. C'est totalement illégal parce que le droit de l'urbanisme a pour objet de régir l'utilisation des sols, c'est-à-dire poser des cubes sur le sol. Ça s'appelle les constructions. Je veux dire par là que si on avait un terrain qui était classé en zone ND, par exemple, avec une interdiction, on ne pourrait pas, par exemple, interdire de cultiver, parce que l'objet du code de l'urbanisme n'est pas d'interdire les cultures. Je veux dire par là aussi que si tu as un terrain qui est vierge en centre-ville, donc en zone urbaine, rien n'interdit à un agriculteur, si on est propriétaire, de venir cultiver avec son tracteur. Voilà, parce que ce n'est pas le but du droit de l'urbanisme de régir ces éléments. La seule limite que l'on en a, c'est le fait, alors je ne me souviens plus des nouvelles données maintenant, c'était lorsqu'on avait des affouillements et des exhaussements du sol, à plus ou moins de 2 mètres et en fonction de la superficie, plus ou moins de 100 mètres carrés ou au-delà d'un hectare. Ça faisait l'objet de permis de construire, enfin d'autorisation d'urbanisme plus exactement, mais ici on était bien dans le fait qu'on avait un exhaussement ou un affouillement, donc un creusement, sans se préoccuper du sort de la terre. D'accord. Alors je continue. Sans qu'il y ait pollution, une question de Catherine Keller. Un propriétaire peut-il modifier son sol comme il le désire? Par exemple, la généralisation du rehaussement des champs par rapport de matériaux terreux, comme par exemple en région de Aix-Marseille, est-il réglementé ou tout au moins relève-t-il d'une quelconque réglementation? J'ai répondu plus ou moins à la question avec la réponse précédente, en ce sens que si alors il y a deux choses. Soit les surfaces vont aboutir à une imperméabilisation particulière et auquel cas il faut se fonder sur les autorisations ou des déclarations au titre du Code de l'environnement, c'est-à-dire la nomenclature eau, c'est-à-dire pour tout ce qui concernerait les travaux d'une certaine amplitude qui auraient pour effet des imperméabilisations de terrain et donc là relèverait de la réglementation sur l'eau, il faudrait une autorisation de déclaration. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est qu'en matière d'urbanisme, on peut faire ce que l'on veut tant qu'on reste en dessous des marges prévues par le code. C'est-à-dire que si on a moins de 2 mètres de rehaussement, il n'y a pas de contrôle particulier. Oui. Ok, alors continuons. Ouais. Donc, il y a une question de Lucille. Quelle est la législation concernant l'introduction d'organismes dans les sols? Donc, Lucille est à la base une microbiologiste. L'inoculation de graines ou de plants par des micro-organismes bénéfiques existe déjà pour les légumineuses et pour certaines plantes. Cependant, la législation est peu connue, si elle existe, et la connaissance du droit en la matière est indispensable pour obtenir l'appui des collectivités territoriales à cette pratique qui vise pourtant à l'économie d'engrais et à une meilleure résistance au stress. Alors, je conseillerais à cette personne d'attendre que j'ai terminé le travail que je fais dans le cadre d'une ANR avec un de mes collègues scientifiques sur les questions d'inoculation de graines et d'enrobage particulier pour savoir quels vont être les effets sur celles-ci et qui vont faire en fait des introductions d'organismes particuliers dans les sols. Mais pour répondre brièvement à la question, en fait, il n'y a pas de réglementation. Il y a la seule réglementation qui existe, c'est sur ce qu'on appelle ça y est, il m'échappe, mais ça va me revenir, c'est que si on a des espèces exogènes, d'accord, la réglementation des espèces exogènes interdit de les apporter sur le territoire français sans autorisation spécifique. D'accord, premier point. Deuxième point, c'est qu'on ne peut planter naturellement de graines que si elles sont inscrites sur le catalogue des espèces végétales. Et auquel cas, si elles n'y figurent pas, à l'état où elles devraient l'être, eh bien, elles ne peuvent pas être semées. En tout cas, pas commercialisées. Mais sinon, il n'y a pas de réglementation particulière. D'accord. Alors, toujours une question sur ce qu'on a le droit de faire. C'est ce qu'on appelle les macro-organismes. Cherchez le nom, c'est les macro-organismes. Il y a une nouvelle réglementation là, qui est venue avec la loi Grenelle qui renforce l'interdiction de ces importations sur le territoire d'espèces exogènes. Quelle qu'elle soit. D'accord. Donc, encore une question de Jean-Claude Lacassin. L'excavation de terres naturelles, ici d'un chantier de pose d'une canalisation en zone rurale, sont-ils soumis à déclaration, autorisation
au titre des carrières dans le cadre des ICPE. Alors c'est un peu du chinois pour moi, mais j'espère que tu as mieux compris. Oui, j'ai parfaitement compris. En fait, si l'excavation est faite pour poser des canalisations, l'objet n'est pas d'extraire des matériaux pour les exploiter, donc ça ne relève pas d'origine des carrières. Donc ça ne relève pas d'un quelconque contrôle dans ce cadre-là. Ça pourra, le cas échéant, le seul contrôle qu'il pourra y avoir, c'est au titre de la police du maire pour la coordination des travaux sur voirie. Alors la coordination des travaux sur voirie, elle a qu'un objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'ouvre pas la voie 3 ou 4 fois dans le mois pour poser d'un côté les fils électriques, de l'autre les canalisations de gaz, etc. Et ça n'a rien à voir avec la protection des sols. Enfin, l'objet n'est pas celui-ci. Et donc, ce n'est pas effectivement une carrière, parce que l'objet, c'est pas d'extraire des matériaux pour les vendre, et ça ne relève d'aucune réglementation particulière. D'accord, toujours une question un peu de ce type-là. En France, en cas de ressources minières dans le sous-sol, le propriétaire est-il exproprié du dessus et du dessous? Cette règle s'appliquait-elle à l'exploitation du gaz de schiste dans le sud de la France? Ah tiens, je m'attendais à une question comme ça, je sais pas pourquoi. Alors, bon, la réponse est très compliquée, elle est très simple en même temps. L'article 552 du Code civil, 554 du Code civil sur la propriété nous dit que c'est la propriété du sol, et le droit de jour est disposé de la chose qu'on a de la façon la plus absolue, pour qu'on ne fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements, et il y a une petite disposition après, sauf les dispositions relatives aux matières minières. Alors le régime minier est le suivant en fait, c'est que le propriétaire du sol, d'accord, est propriétaire du gisement. Mais il n'a pas le droit de l'exploiter, puisque l'exploitation ne peut se faire que dans le cadre d'une autorisation délivrée par l'État, selon le type de permis, selon la matière, peu importe. Et à partir du moment où l'État délivre une autorisation, dans le gisement, il va y avoir un volume qui est le volume autorisé qu'on va appeler la mine. D'accord? Et la mine, seul pourra l'exploiter l'exploitant titulaire de l'autorisation, qui n'est pas nécessairement le propriétaire du sol. Mais le propriétaire du sol reste propriétaire de son sol, mais il peut être, en vue de l'exploitation de la mine, frappé de contraintes qui vont l'obliger à mettre son sol à disposition de l'exploitant pour faire passer les wagons, pour mettre les excaveuses, pour faire le carreau minier en surface. Et dans ce cas, il pourra demander l'indemnisation de son préjudice ou demander à ce qu'on lui acquiert le terrain. Mais en tout état de cause, le propriétaire du sol n'a aucun droit sur le sous-sol minier. Si le seul droit qu'il a, c'est ce qu'on appelle une redevance très foncière, c'est-à-dire qu'en fait, on va lui verser un petit pécule en fonction du tonnage qui est extrait. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est la législation sur les mines de 1810 qui est extrêmement contraignante pour les propriétaires parce qu'ils n'ont aucun droit de regard. Je veux dire par là que si c'était un propriétaire qui trouvait une mine sous son terrain et qu'il était autorisé à l'exploiter, il aurait en réalité deux titres. Il aurait le titre de propriétaire pour le sol, qui lui appartient toujours, et le titre d'exploitant pour la mine, mais la mine ne lui appartient pas. D'ailleurs, il est bien dit dans le code minier, enfin le code actuel, qu'à la fin de l'exploitation, la mine fait retour à l'État. Ça montre bien que c'est pas la sienne. D'accord. Alors je propose qu'on termine par des questions un peu plus générales qui sont parvenues. Première question de Sophie Maillan. Quels sont les cas où la protection des sols intervient, qui sont les cas les plus fréquents en matière de discussion juridique, hein. Donc la question précise, c'est pourrait-on avoir quelques exemples de cas où cette protection des sols a été effectivement utilisée juridiquement et comment? Quels sont les cas les plus fréquents? Oui. Les cas les plus fréquents, c'est les questions de pollution des sols, de remise en l'état des sols à la suite d'une exploitation d'une installation classée ou autre. Et vraiment, toute la jurisprudence, quand on la regarde bien, c'est d'abord et avant tout principalement les problèmes de sols pollués, soit dans un cas de jurisprudence judiciaire, donc civile, lorsqu'il y a des rapports de voisinage et des dommages qui peuvent être créés, ou alors des rapports contractuels parce qu'il y aurait eu dissimulation de la pollution qui ferait qu'il y a un vice caché, par exemple, qui peut conduire à la nullité de la vente. Ça, c'est pour la partie judiciaire. Et pour la partie droit public, c'est-à-dire l'intervention de l'autorité de police, ça serait le fait que le préfet ou le maire met en demeure le responsable de la pollution ou le propriétaire du terrain, ça dépend des approches, et lequel
laquelle personne mise en demeure de réhabiliter attaquerait l'arrêté préfectoral ou municipal pour le contester, pour dire c'est pas moi, c'est l'autre, ou c'est pas moi du tout. Mmh. Et ce sont les cas les plus fréquents. Après, on est plus dans des questions de sol liées au droit d'urbanisme, mais c'est vraiment infinitésimal par rapport à cette grande masse de jurisprudence. D'accord. Alors, des questions qui portent un peu sur la protection juridique des sols hors de France. Hein. En particulier une question de M. Benki. J'aurais le droit de sortir mon joker, hein. J'aurais le droit de sortir mon joker. Oui, mais aussi dans les pays en développement, pensez-vous que les mesures juridiques suffisent pour parer à l'invasion des sols fertiles par le béton? Donc le droit international dans ce domaine-là, quelques mots. Alors, droit international, il y en a très vaste. Ouais, il n'y en a pas du tout simplement parce qu'on considère que le sol étant le substrat fondateur de l'État, il relève de la souveraineté des États et les États n'ont pas vocation à intervenir. D'où le fait, donc les États n'ont pas, les conventions internationales, il y a peu de mesures juridiques externes aux États. On en trouve quelques-unes, mais c'est plus la déclaration sur la protection des sols, sur ces 72-76 du Conseil de l'Europe, mais qui n'est pas du tout contraignante. On a le projet de directive sur les sols. Il n'y a que quelques rares cas qui sont, par exemple, la Convention de 92 sur la désertification. Mais c'est pour protéger d'une atteinte spécifique liée notamment au changement climatique. En revanche, il n'y a absolument rien qui existe sur, en droit international en tout cas, sur la limitation du bétonnage des sols. On peut en trouver malgré tout des réglementations, mais par incidente. Mais c'est plus que des recommandations ou des réglementations en réalité. C'est tout ce qui concerne d'abord le problème de l'accaparement des sols par des investisseurs étrangers qui viennent dans des pays pour les acheter et pour produire, d'une part, et d'autre part, c'est tout ce qui peut concerner les questions d'imperméabilisation des sols qui pourraient avoir des effets sur le développement des risques naturels. Mais il n'y a absolument rien en termes de mesures juridiques concernant les sols fertiles dans ce cadre. Alors si, mais ce ne sont également que des recommandations, c'est tout ce qui concerne la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mais il n'y a absolument pas, parce que les États ne veulent absolument pas qu'on touche leur territoire. D'accord. Alors, justement, dans ce cadre-là, si on en reste à l'Europe, est-ce que tu penses qu'il y a un pays qui serait un peu un exemple en matière de protection des sols, qui serait plus avancé que la France? Ceux qui sont les plus avancés, c'est ceux pour lesquels le sol est très rare. Les Suisses, par nécessité. Oui, par hasard. J'allais dire la Suisse par hasard, la Hollande également, puisque la Hollande est quand même un pays de conquête du sol sur l'eau. Et donc le sol est un bien qui est extrêmement... C'est pour ça qu'on a une très forte densification. En fait, globalement, ce sont tous les pays de montagne. Quand on prend certains pays comme l'Autriche, comme la Suisse, etc., où il y a quand même un tiers du territoire qui est couvert par les montagnes, par les lacs, etc., donc il ne reste pas grand-chose, en définitive, pour bâtir. Là, on a des mesures extrêmement drastiques de gestion des sols. J'entends par exemple que si on veut faire des voies ferrées ou des autoroutes, eh bien on fait des monovoies pour les voies ferrées, avec des aires de croisement, on fait des autoroutes superposées, donc on travaille techniquement à l'économie du sol, et ça fait partie, c'est d'ailleurs un des enjeux actuellement en Suisse de la future prochaine loi sur l'aménagement du territoire qui prévoit de limiter l'expansion urbaine, par exemple, et donc on a vraiment des textes qui vont dans ce sens-là, mais une fois encore, c'est pour les pays pour lesquels le sol est vraiment une rareté, et pour laquelle il faut les préserver. Si on prend par exemple la Suisse qui promeut l'autonomie alimentaire, forcément si la Suisse doit nourrir la Suisse par ses sols, il faut conserver les sols. D'accord. Écoute, je propose qu'on termine par une dernière question, qui est celle-ci de Blandine Collin. Pour faire entrer plus avant le sol dans le droit, ne faudrait-il pas prévoir la création de relations plus grandes entre les professionnels du sol, pédologues, géologues et les juristes? Bref, faire le pendant de votre présentation d'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que les juristes connaissent bien le sol pour finir?
Voilà. D'accord. Comment tu vois un peu Alors, les je vais d'abord, chère Madame Collin, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle avec qui j'ai écrit le chapitre sur la protection juridique des sols dans un ouvrage Michel-Claude Girard, donc sur les sols, d'une part. D'autre part, pour répondre à sa question, je lui dirais, il faut se rendre dans un lieu consacré qui s'appelle GESOL, où on a un espèce de bouillonnement scientifique sur ces questions de rencontres de points de vue et de prise de connaissance par les juristes des problématiques des scientifiques et par les scientifiques des problématiques des juristes, d'une part. Ensuite, je crois me souvenir que très prochainement, l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, est en train de se poser des questions sur la protection des sols agricoles, ou va faire se rencontrer sur des aspects pluridisciplinaires. Donc là, c'est pour l'aspect institutionnel où on a déjà quelques lieux de rencontre où on peut échanger. Mais c'est vrai que créer, j'allais dire ex abrupto, ex nihilo, des structures particulières, disons qu'il y a les organismes de recherche, il y a la recherche à l'université, il y a quand même des choses il ne faut pas penser qu'on est dans un désert complet par rapport à ça. Ça fait quand même depuis une dizaine d'années, et Dieu merci, enfin merci à l'ADEME en tout cas et à la FES d'avoir œuvré en ce sens. Il y a quand même des lieux de rencontre où on peut discuter, et très franchement, pour y participer quand même depuis pas mal de temps, on évolue beaucoup à la fois dans la connaissance des uns et des autres, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un apprentissage de la langue et des préoccupations, et je pense qu'on progresse aussi beaucoup dans la sensibilisation des uns et des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'un scientifique ne peut pas demander tout et n'importe quoi au droit, parce que le droit a ses limites. Et de la même façon, le juriste ne peut pas imposer tout et n'importe quoi, parce que le sol a aussi ses limites scientifiques. Je veux dire par là, par exemple, que lorsqu'on veut faire une protection de nappe phréatique, on a intérêt quand même à faire d'hydrogéologie avant de déterminer les règles de droit qui vont s'y appliquer, parce que sinon on va aboutir à rien du tout. Quelque chose de pas pertinent et pas performant du tout. Si c'est le sens de la réponse qu'on vient de donner. Très bien, Philippe. Alors, peut-être une dernière chose, c'est que les auditeurs la semaine dernière avaient suggéré qu'il y ait des conseils de lecture qui soient donnés à la fin du webinaire. Oui. Est-ce que tu aurais une ou deux choses à conseiller? En droit en tout cas. Oui, tout à fait. En droit, c'est en droit, sur le sujet d'aujourd'hui, alors, j'allais renvoyer ça se fait pas, j'aurais dû renvoyer fais-le. Oui. Je renvoyais à ma thèse de 1994 sur la protection juridique du sous-sol en droit français, mais qui vise également largement la protection du sol, d'une part, et puis le chapitre qu'on a écrit avec Blandine Collin dans l'ouvrage de Michel-Claude Girard, qui était paru, je ne sais plus chez Duno, quel éditeur, qui s'appelle, chez Duno, ça s'appelle Sol et environnement, et on a coécrit tout un chapitre sur les questions de relation entre droit et protection juridique des sols. Alors, c'est un chapitre qui fait l'état du droit positif. Il n'est pas du tout prospectif comme j'ai pu le faire par exemple sur les services écosystémiques, mais ça donne déjà une bonne base sur ces questions. Et puis ensuite, je renouvelle ma proposition, c'est que s'il y a des questions particulières, je peux, alors dans la limite du raisonnable, répondre si les personnes me les envoient par Internet. Très bien, Philippe. Je vous propose qu'on clôt là. Donc, je voudrais juste dire deux choses encore. D'abord, te remercier. C'était vraiment très intéressant, Philippe. Remercier les auditeurs de leurs questions et dire que, si tu en es d'accord, la vidéo de ce webinaire sera mise à disposition du public sur le site de l'Association française pour l'étude des sols. Et le discours qui va avec est joint également, c'est ça? C'est enregistré? Oui, tout est enregistré. D'accord, mais alors je t'ai donné mon accord plein. Je t'ai donné mon accord plein et entier devant témoin cette fois-ci. Donc il n'y a pas de souci pour ce qui me concerne. D'accord. Et puis je voudrais juste rappeler aux auditeurs que courant mars, je rappellerai la date, il y aura un webinaire sur la question des sols urbains, qui est la question qui rapproche ce que tu as dit aujourd'hui sur pas mal de points, et qui sera donné par Christophe Schwartz, qui est professeur à l'Université de Lorraine. D'accord, Nancy, oui. Donc je salue tout le monde et vous propose de clore ce webinaire. Merci beaucoup aux nombreux auditeurs qui se sont connectés. Allez, merci à toi, merci à tout le monde. À très bientôt, Christian. Merci, au revoir.